Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous ouvrons une boîte trop souvent fermée, celle de la pharmacie au Congo. Entre responsabilité sanitaire, régulation, vente des médicaments dans les rues, arrivée massive des médicaments contrefaits, difficultés économiques, les pharmaciens sont au cœur d'un système sous tension. Question. Comment les pharmaciens eux-mêmes vivent-ils cette situation ou ces situations? Comment accomplissent-ils réellement leur mission? Deuxième question qu'on peut également se poser, sont-ils encore les gardiens de la santé publique ou alors, on peut l'affirmer peut-être ainsi, des simples commerçants malgré eux? Pour en parler, nous recevons des pharmaciens professionnels sur ce plateau de fortune. Ensemble, ils vont débattre, partager leur expérience et pourquoi pas esquisser des pistes d'amélioration. Vu l'importance des thèmes que nous allons débattre, nous aurons deux émissions spéciales sur cette thématique. Pour la réalisation, je vais présenter donc le plateau. Je commencerai par ma droite pour terminer vers ma gauche. Par ma droite, à côté de moi, j'ai le docteur Ray Mankele, c'est bien cela. Soyez les bienvenus. Un peu plus loin, c'est le docteur Timothée Ngeferi. Je prononce bien. Soyez les bienvenus. Je me tourne du côté de ma gauche donc. J'ai le docteur Chani Nguono Moke. J'ai bien prononcé votre nom. Soyez les bienvenus. Et enfin, le docteur Didas Mazuka. Soyez les bienvenus. En tout cas, la question est d'actualité. Question d'actualité. Mais pour commencer et pour la gouverne de nos téléspectateurs, j'aimerais vraiment qu'on parle franchement. Docteur, dites-moi, de vous à moi, c'est qui le pharmacien? Le pharmacien, c'est qui exactement? Je vais commencer. Allez-y. Le pharmacien, c'est avant tout le professionnel du médicament. Mais le pharmacien, c'est un scientifique qui a fait au minimum 6 années d'études, sanctionné par un doctorat. Un doctorat obtenu dans une faculté de sciences de la santé. Ce qui veut dire que le pharmacien, c'est un agent de santé à part entière, à la disposition des populations pour la résolution des problèmes de santé, spécifiquement le médicament. D'accord. Il y a beaucoup de branches de pharmaciens comme ça, ou de pharmacies? La pharmacie a-t-elle beaucoup de branches, docteur? Oui, la pharmacie a plusieurs branches. Oui. La pharmacie a plusieurs branches. Nous avons principalement 3 branches. Il s'agit de l'officine, Oui. il s'agit de la pharmacie hospitalière et de l'industrie. Mais parmi tant d'autres, nous allons trouver par exemple la grossisterie, sur les organes de gros, qui font le cheminement du médicament depuis la fabrication jusqu'à la consommation par le patient. Nous avons, le pharmacien se retrouve dans l'industrie par exemple pour la recherche, la fabrication. Nous avons le pharmacien clinicien. Nous avons le pharmacien dans le laboratoire d'analyse médicale. Nous avons le pharmacien même dans l'armée, Dans l'armée, c'est-à-dire? oui, dans les forces armées. Vous avez les pharmaciens aussi là-bas? Oui, bien sûr. Spécialisés? Spécialisé, bien sûr, parce que en fait, le pharmacien, c'est lui qui détient le monopole du médicament. Donc, partout où on doit manipuler le médicament, il faut qu'il y ait la présence du pharmacien. D'accord. Alors, je me tourne du côté de ma gauche, comme on dit. Mais faites-moi un peu la différence entre vendeurs, puisqu'on parle de vendeurs en pharmacie, de pharmacie. On vous confond parfois vous-même des vendeurs. Vous pouvez me faire un peu cette petite différence, si possible? Oui. Est-ce que le mot existe d'abord, vendeur? Bon, déjà, c'est un mot qui n'existe pas. Dans le milieu professionnel pharmaceutique, on ne dit pas vendeur. On ne dit pas vendeur, on dit dispensateur de médicaments. Le mot vendeur, c'est, je peux dire de manière un peu archaïque, en fait. Les gens, le simple fait de rentrer dans une pharmacie et de tendre son argent, d'acheter le médicament, et à partir de là, les gens peut-être commencent à considérer que le pharmacien, c'est un vendeur. Et tous ceux qui exercent un peu cette activité sont des vendeurs. Mais en réalité, c'est un mot
un mot qu'on ne peut pas utiliser. Qu'on ne peut pas utiliser. C'est un dispensateur de médicaments. Ah d'accord. Mais pourtant, oui, allez-y. Oui, je vais apporter un complément. Oui. Vous savez, tout est organisé, la société est organisée et les professions sont organisées. Il y a des textes de loi qui définissent les différentes professions. Et dans le cadre du médicament, le pharmacien a pour auxiliaire le préparateur en pharmacie. Ceux que nous rencontrons derrière le comptoir, à côté du pharmacien ou en l'absence du pharmacien, ce sont ceux qu'on considère comme étant des auxiliaires de pharmacie. Mais la tendance aujourd'hui est de retrouver de plus en plus des vendeurs en pharmacie. Ce n'est pas que la terminologie. Non, ils sont formés, hein, les vendeurs. Ils sont formés, ils ont des diplômes de vendeurs en pharmacie. Mais ce sont des diplômes qui n'existent pas dans la nomenclature congolaise. Et même dans le système francophone, vendeur en pharmacie, ça n'existe pas. Il y a une loi qui porte Code de déontologie des professions de la santé et des affaires sociales au Congo. C'est quelle loi? Qui définit, c'est une loi de 1992. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être la 012 1992 approximativement. Excusez-moi si je n'ai pas... qui classifie toutes les professions de santé et des affaires sociales. Donc, profession médicale, paramédicale, pharmaceutique et parapharmaceutique en ce qui concerne la santé. Et là-dedans, vous ne retrouverez pas les vendeurs en pharmacie. Mais ils sont formés aujourd'hui. D'accord. Je vais poser la question, docteur. Comment vous ne pouvez pas réagir, étant entendu que vous connaissez bien que dans la loi, il n'y a pas, par exemple, des vendeurs en pharmacie, mais il y a des instituts ici à Brazzaville qui forment des vendeurs. Pourquoi vous ne pouvez pas réagir? Bon, merci pour la parole. Je pense que mes confrères ont déjà bien expliqué le concept de vendeur. Je ne vais pas en revenir. Mais au moins, ce que je peux ajouter, ceci est que la pharmacie, c'est un métier tellement noble, ça, et que c'est un métier qui a une éthique. Et pour nous, l'éthique est très importante. C'est même dans le cadre de l'éthique que nous condamnons avec toute force le mot vendeur. Parce que vendre, c'est tirer profit de quelque chose, surtout dans son aspect purement économique. Donc, en ce sens-là, le pharmacien ne peut pas, normalement, le pharmacien ne vend jamais le médicament. Qu'il soit à l'hôpital, qu'il soit dans les pharmacies communautaires, le pharmacien, il dispense le médicament. Il y a une différence. Oui, une grande différence. Il y a une différence. Et le fait de dispenser ce médicament est accompagné par un support économique qu'on appelle vente. Parce que dans la dispensation, je pense que les confrères qui sont là, ils pourront ajouter sur ça. Il y a donc plusieurs aspects que nous, pharmaciens, nous devons en tenir compte. Par exemple, le conseil pharmaceutique. Par exemple, l'analyse de l'ordonnance. Est-ce qu'elle est conforme ou pas? Il y a plusieurs aspects qui encadrent le mot dispensation. D'accord. On reviendra là-dessus. Docteur, je vais encore vous relancer. Vous avez dit que dans la pharmacie, il y a beaucoup de branches. Mais au Congo, apparemment, vous êtes tous concentrés sur une seule branche. Hein. C'est l'impression que j'ai. Non, oui, je vais me tromper. Non, on n'est pas concentré sur une seule branche. On voit tous dans vos officines que c'est pas un laboratoire. Non, c'est que l'officine de pharmacie, qui est le lieu de travail de proximité, donne une plus grande visibilité aux pharmaciens. Mais vous retrouvez des pharmaciens dans beaucoup de structures, autres que l'officine. Quoi par exemple? Aujourd'hui, vous avez des pharmaciens qui sont dans des laboratoires d'analyse de biologie médicale. Je ne livrerai pas un secret en vous disant que, je le cite, le docteur Ndinga, le propriétaire du laboratoire BioQuick, c'est un pharmacien par exemple. Nous avons eu une éminence ici, professeur à l'université, le professeur Yala, c'était un pharmacien, beaucoup l'ignorent. Mais il y en a beaucoup comme ça. Vous avez des pharmaciens qui sont à l'administration générale. Oui, on aimerait quand même vous voir en train de fabriquer des médicaments, docteur. Oui, c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites, ça c'est l'industrie. Oui. Souvenez-vous,
pour les anciens, par exemple, ceux qui ont connu un laboratoire qui était implanté ici à Brazzaville au nom de LABCO. Oui. Ils fabriquaient les génériques. Et là-dedans, on y trouvait des pharmaciens. Parce qu'il n'y a que le pharmacien qui peut être au niveau numéro 1 de la chaîne. C'est vrai que par la suite, il y a des collaborateurs, mais c'est d'abord le pharmacien qui manipule le médicament, qui doit être le numéro 1 de la chaîne. Et donc, malheureusement, chez nous, on n'a pas tous ces moyens-là. Il n'y a même pas un laboratoire, même de contrôle, d'analyse des médicaments qui rentrent chez nous. On parlera de ça, puisqu'on va parler de médicaments contrefaits. Voilà. Je vais vous rattraper quelque part pour dire, mais vous avez quel équipement pour contrôler les médicaments contrefaits? Et, oui, et donc, je disais, le fait que, pour, par exemple, fabriquer le médicament, il faut mettre des grands moyens. Ce sont des industries pharmaceutiques. Donc, nous retenons qu'au Congo, il n'y a pas une industrie qui fabrique les médicaments. Ça n'existe pas. Oui, le docteur va peut-être dire le Oui, contraire. oui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'industrie qui fabrique du médicament. Vous avez Biocare. Biocare qui fabrique des solutés, c'est des médicaments. C'est vrai que depuis quelque temps, il n'y a pas eu de production pour un certain nombre de pesanteurs. On ne va pas entrer dans les détails. Oui. Mais vous savez, il est plus facile d'importer du médicament au Congo que d'en fabriquer. C'est pas possible. Ah, je vous le dis. Pour la simple raison que le médicament est exonéré de droits de douane. Mais les fournitures pour la fabrication de médicaments ne sont pas exonérées. Ce qui fait que... C'est un paradoxe quand même. Hein? Ben c'est la loi. Nous avons réalisé des études sur cela. Et nous pouvons vous dire que le même médicament fabriqué au Congo n'est pas compétitif. Et parmi les facteurs qui ont limité le fonctionnement et de la Farco, le laboratoire d'empalement collègue tout à l'heure, et de Biocare, ça a été la compétitivité au regard des autres médicaments qui étaient importés. Parce que l'emballage est fortement taxé par la douane, mais la matière première, les produits chimiques sont fortement taxés par la douane. C'est bien que le coût de production se retrouve très élevé. Ce n'est pas propre au Congo. Vous savez, aujourd'hui en France, les médicaments qui sont fabriqués ne sont pas fabriqués sur place. Ils viennent généralement d'Asie. Pourquoi? Parce que le coût de fabrication là-bas est plus faible. Il y a un gros déficit en pharmaciens au Congo. Ah bon? Un énorme déficit en pharmaciens. Juste en passant, vous savez que normalement, le pays est structuré en districts sanitaires. Oui. Et chaque district sanitaire devrait avoir un pharmacien pour la gestion du médicament au sein du district. Mais on n'en a pas. On n'en a pas. On n'a même pas un dixième. C'est une difficulté. Parmi les défis, il y a aussi la concurrence déloyale. La concurrence déloyale. Voilà, oui. exactement, parce que nous remarquons que comme on l'appelle souvent, les médicaments que nous vendons, que les vendeurs ambulants, qu'on appelle vulgairement les banamanganga, vendent à proximité non seulement de nos pharmacies, ou encore même dans les hôpitaux. Nous remarquons qu'il y a des personnes qui ne sont pas des sachants, mais qui se baladent à tout venant avec des médicaments. Et ça, c'est quand même quelque chose de très difficile. Et c'est même, effectivement, qu'il faut vraiment dénoncer. D'accord. Autre défi? Bien, je vais vous en citer deux. Deux. Le premier, qui est un défi majeur, c'est l'affirmation du rôle du pharmacien. Ça, c'est un véritable défi. C'est-à-dire? Défi pour le pharmacien, mais défi pour l'environnement du pharmacien. Pourquoi? Parce que le pharmacien lui-même n'assume pas. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous l'avez dit, qu'on a l'impression que le pharmacien, c'est seulement celui qui est dans l'officine de pharmacie. Parce qu'il faut faire connaître ce que c'est que le pharmacien. Toutes les sphères dans lesquelles évolue le pharmacien. Que lui-même le fasse savoir. Mais en plus de cela, que le partenaire, que l'autorité, que le politique comprennent la place du pharmacien et l'importance de réserver cette place aux pharmaciens. Mon collègue l'a évoqué tout à l'heure. Des programmes de santé qui manipulent le médicament sans qu'il y ait un pharmacien. C'est parce qu'on n'a pas compris quelle est la place du pharmacien. Et ça, c'est le défi majeur. Quand on l'aura résolu, on aura fait une grande avancée. Le deuxième défi, c'est
notamment puisque vous évoquez les aspects de pharmacie d'officine, c'est valable pour les laboratoires où il faut dire des pharmaciens, c'est valable pour l'industrie, on venait de l'évoquer, c'est la fiscalité. La fiscalité est énorme pour des acteurs qui mettent à la disposition des produits de première nécessité. N'eût été la vocation sanitaire de la profession, avec cette lourde fiscalité, les prix de médicaments au Congo auraient connu une nette flambée qui aurait paupérisé encore un peu plus les populations, qui aurait rendu la santé inaccessible. Qui fixe les prix? C'est vous ou bien l'État? Non, le prix du médicament au Congo, il est homologué. C'est-à-dire que le ministère du Commerce, en partenariat avec le ministère de la Santé, fixe des marges. Au Congo, c'est un système de tarification sur marge. On vous dit que le médicament a une marge fixe. Ce qui fait que quand l'officine qui doit distribuer, dispenser le médicament aux populations, achète le médicament, le grossiste lui met déjà le prix de vente en appliquant cette marge fixée par l'autorité. Et donc, il est tenu à vendre le médicament à ce prix fixé par le grossiste. Donc, ce n'est pas l'officine qui fixe le prix auquel il vend le médicament, mais c'est le grossiste qui le lui calcule sur la base des textes réglementaires adoptés par le gouvernement. D'accord. On considère que le pharmacien, c'est un commerçant. Et du coup, on applique la fiscalité comme si, sur le médicament, comme si c'était un autre produit ordinaire. Et donc, du coup, nous avons trop d'impôts à payer. Trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Vous avez Je l'expérience dirais, d'autres trop pays? d'impôts tue la santé. Ah, Voilà. trop Pas tue d'impôts l'impôt seulement, mais tue la Pas santé. tuer la tue la santé. santé. Très bien. Alors, docteur, avançons. De vous au moi, comme on dit, qu'est-ce qu'un médicament contrefait? Le plus simplement possible. Un médicament contrefait, c'est quoi? Un médicament contrefait est un médicament qui ne répond plus aux normes de fabrication telles que fixées par celui qui l'a mis au point. Cela veut dire qu'on l'a modifié, ne serait-ce que sur son emballage ou sur l'écriture de son nom, on l'a modifié sciemment. Ce n'est pas une erreur, mais ça a été fait sciemment dans le but de tromper. Voilà ce que c'est qu'un médicament contrefait. Donc la contrefaçon peut porter sur l'emballage, la contrefaçon peut porter sur la notice, mais ça peut également porter sur les ingrédients qu'il y a dans le médicament, y compris des variations dans le dosage. Et c'est tout ça qui fait que ça devienne un médicament contrefait. Voilà la question que je vous pose. Je rebondis donc. Comment vous, pharmacien, pouvez déceler que ce médicament, c'est un médicament contrefait? Oui. C'est comme on vous le dit tout à l'heure. À l'œil nu ou bien vous avez des équipements? Non, il y a un screening qui peut se faire à l'œil nu. Je venais de vous dire à l'instant que ça peut porter rien que sur l'emballage. On peut déjà détecter enlevons un peu sur l'aspect l'emballage. emballage. Mais Ça parlons peut un peu porter du produit à le l'intérieur. produit lui-même à l'intérieur. Ouais. Par la couleur, par exemple, du comprimé, on peut se rendre compte que ce n'est pas la couleur habituelle. Et ça, on a déjà eu à le détecter. À le détecter. Oui. Par la texture même du... Vous voyez, quand vous prenez un flacon et que vous savez que le flacon, il n'y a pas de dépôt. Mais dans celui que vous recevez, vous constatez qu'il y a des dépôts. Ça peut être une perte de qualité. Mais cette perte de qualité, on fait une contrefaçon même. D'accord. Puisqu'on continue à le vendre. D'accord. Un ajout. Mais je réitère ma question pour dire, est-ce que seulement à l'œil nu que vous voyez que c'est un médicament contrefait, ou alors l'idéal serait quand même que vous ayez des équipements pour tester? Oui, docteur. Bien sûr, ce que vous dites est Est-ce qu'il réel. y en a? Bien sûr, ce que vous dites est réel. Ouais. Malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé du manque de laboratoires d'analyse pour savoir si les médicaments qui rentrent au Congo sont réellement des vrais médicaments ou des faux. Parce qu'il faut que les gens sachent que même par le circuit officiel, il y a des faux médicaments que des lobbying, des laboratoires injectent parce qu'ils savent que chez nous, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir vérifier la qualité du médicament. Et donc, ça passe par le circuit officiel sans que les gens ne se rendent compte de cela. Moi, j'avais participé à un forum pharmaceutique à Abidjan où on nous a montré comment les Libanais fabriquent les médicaments dans les bateaux. Tout à fait.
dans les bateaux en pleine mer. Et si vraiment vous n'avez pas l'œil, vous n'avez pas, surtout le laboratoire pour vérifier la qualité du médicament, en tout cas, ça peut passer sans problème. Et vous aussi, vous approvisionnez là-bas, c'est ça? Les pharmaciens Non. congolais. S'approvisionne où? Ouais. Non. Les pharmaciens... Il y a un circuit officiel. Oui, officiel, c'est ce que je veux dire. Donc on ces médicaments aussi. s'approvisionne auprès des grossistes légalement installés. Ah, ah. Maintenant, il faut dire, les antivaleurs, c'est dans tous les secteurs. Donc il peut arriver qu'il y ait un pharmacien, je dirais véreux, qui puisse s'approvisionner dans des circuits illicites. Illicite. Oui. On en parlera. Alors, nous continuons, oui. Ajout. En complément, je voulais allez-y, dire, allez-y, en fait, docteur. il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui a été mis en place pour essayer de détecter. Quand je dis ça, c'est dans le sens où, je vais prendre par exemple un cas très pratique. Hein. Lorsqu'un médicament, par exemple, arrive au chevet d'un patient, par exemple au niveau de l'hôpital, et qu'il faut administrer ce produit. Vous travaillez à l'hôpital? Oui, je suis praticien hospitalier. Oui. Ah, d'accord. Donc, ce qui fait que... On parlait seulement de l'hôpital. Merci beaucoup. Alors, donc, ce qui fait que nous avons des mécanismes qu'on appelle par exemple de la pharmacovigilance. Voilà. Donc, la pharmacovigilance, c'est quoi? C'est un certain nombre de surveillances liées aux effets indésirables du produit. Donc, lorsqu'un médicament cause un effet indésirable grave à un produit, à un patient, tout de suite, il y a un certain nombre d'éléments que nous mettons en place, donc notamment la notification de ces effets indésirables, et nous faisons ce qu'on appelle par la remontée de l'information jusqu'au niveau des autorités compétentes. Donc ce n'est pas aussi pour dire que c'est vrai qu'on n'a pas de laboratoire de contrôle qualité, mais nous surveillons aussi par les différents moyens que nous avons sur place. D'accord. Oui, docteur. J'aimerais aussi faire un ajout, mais en revenant sur l'élément que vous avez écarté, qui est l'emballage. Tout à l'heure, le docteur Emakele a dit qu'il y a un screening visuel que nous faisons pour essayer de détecter un médicament contrefait. Sur l'emballage, en dehors du nom que le médicament doit porter normalement, il y a aussi deux éléments purement techniques que le pharmacien doit avoir dans l'esprit. C'est le numéro de l'autorisation de mise sur le marché. Est-ce que sur l'emballage apparaît le numéro de l'autorisation de mise sur le marché? Souvent, dans les produits contrefaits, il n'y a pas ce numéro-là, puisque ce n'est pas un numéro que lui, il a obtenu par enregistrement. Il y a ça aussi, et il y a aussi le numéro de l'hôte, de l'eau. Parce qu'à travers le numéro de l'eau, le pharmacien, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, peut faire la traçabilité de l'eau pour voir est-ce que ce lot de ce médicament-là réellement existe ou n'existe pas, où est-ce qu'il a été trouvé. Donc voilà les deux éléments que je voulais un peu ajouter sur... Avant de terminer, Oui. je ne voudrais pas qu'on occulte l'importance du laboratoire de contrôle de qualité. Vous savez, déjà, l'Union africaine, en partenariat avec l'OMS, a recommandé aux États de mettre en place des laboratoires de contrôle qualité de niveau au moins égal à 1. Donc, en principe, chaque pays de la région africaine devrait avoir un laboratoire de contrôle qualité pour contrôler les médicaments qui entrent et sont mis à la disposition des populations. C'est un appel que vous lancez au gouvernement? Oui, mais c'est un appel, comme on dit, j'ouvre une porte ouverte. Pourquoi? Parce que ça fait partie des préoccupations du gouvernement. Nous sommes là dans vos officines, comme on dit. Par le passé, je me rappelle bien, j'avais un parent qui était aussi pharmacien. Ils avaient ce qu'on appelait l'ordonnancier. Quand on arrivait, l'ordonnancier. Est-ce qu'aujourd'hui l'ordonnancier existe encore dans vos officines? Je vous vois tous sourire. Parlez avec votre cœur. Si c'est vrai, vous me dites non, ça existe encore. Ça existe toujours parce que c'est une obligation de la direction de la pharmacie et du médicament. Oui. Que chaque pharmacie, pas seulement l'officine, même au niveau de l'hôpital également, doit posséder l'ordonnancier. L'ordonnancier existe bel et bien. Et c'est, comme on dit, une obligation légale pour le pharmacien que de posséder un ordonnancier. Oui. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. C'est quoi l'ordonnancier? L'ordonnancier n'est qu'un registre. Un registre dans lequel on consigne des informations sur une certaine catégorie de médicaments, pas tous. Des médicaments, comme on dit, à prescription obligatoire, c'est-à-dire pour lesquels
il faut présenter une ordonnance pour les servir aux patients. Ce ne sont que ces médicaments que l'on fait figurer pour que l'on sache à qui on a donné quel médicament. C'est tout, c'est un registre. Aujourd'hui, on ne sait pas qui prescrit quoi. Si on ne sait pas qui prescrit quoi, il est difficile d'enregistrer, de consigner qui a prescrit quoi à qui. C'est le docteur qui est le médecin. Non, aujourd'hui, c'est tout le monde qui prescrit. Vous savez, tout le monde, on reçoit à l'officine des ordonnances déjà qui sont parfois faites sur un bout de papier sans en-tête. Donc, c'est quelqu'un qui a rédigé, parfois il n'y a même pas de cachet, parfois c'est aberrant. On a fait une étude là-dessus, sur les ordonnances à Brazzaville. Je vous assure, on l'a présenté dernièrement, il n'y a pas plus de 2% d'ordonnances qui circulent dans les officines qui soient réglementaires. Mais vous donnez les médicaments. Oui, justement, on sert les populations sur la base de ces ordonnances, ces pseudo-ordonnances. Même les médicaments dangereux. Aujourd'hui, oui. Toxiques. Aujourd'hui, oui, pratiquement, en dehors des stupéfiants. En dehors des stupéfiants. D'accord. Oui, le docteur voulait parler quelque chose sur l'ordonnancier. L'ordonnancier, en fait, nous permet de faire ce que nous appelons la pharmacovigilance. Très souvent. Parce que on recueille toutes les informations, on met toutes les informations dans l'ordonnancier. Comme le docteur Ray venait de le dire, les prescriptions sont vraiment farfelues. Vous allez trouver des infirmiers qui prescrivent. Par contre, il est strictement interdit à l'infirmier de prescrire. Il n'y a que le médecin et au moins l'assistant. Non, mais prenez l'exemple du village. Il n'y a pas un docteur là-bas. Il n'y a pas un docteur. Il va prescrire. Et même ici, combien ont la possibilité d'aller voir un médecin, de payer le prix de la consultation chez un médecin pour se faire prescrire de l'amoxicilline, un antibiotique, je peux dire banal. Combien ont la possibilité? Alors, ils vont voir l'assistant du coin, l'infirmier du coin, qui peut faire, et parfois même qui n'a aucune compétence, mais qui connaît ce médicament parce que quelqu'un d'autre a eu à le prendre avant. Et il va faire un papier qui va arriver à la pharmacie. Et vous servez. Sans compter tout ce qu'on a comme automédication aujourd'hui dans le pays. Quand c'est comme ça, vous servez le médicament. Donc la question qui arrive à l'esprit, qu'est-ce qui domine chez vous? C'est l'aspect commercial ou bien déontologique en ce moment-là? Non, c'est l'aspect déontologique. Ce n'est pas l'aspect commercial. Pourtant, commercial. vous servez le médicament. On sert le médicament. Maintenant, le pharmacien doit s'entourer de toutes les précautions avant de servir. C'est pour cela que mon collègue parlait tout à l'heure de la dispensation. Ce n'est pas de la vente. Parce que la dispensation, c'est la remise d'un médicament accompagné du conseil. D'accord. Donc, quand on vous demande le médicament, que ce soit directement, que ce soit avec une ordonnance, où vous n'êtes pas sûr de la qualité du prescripteur, vous cherchez à savoir pourquoi il veut prendre le médicament. Et quand vous sentez que ça ne répond pas à ce qu'il présente comme signe, vous arrêtez. Si ça répond, vous lui donnez. Ou encore, si vous avez la possibilité de modifier, puisque ce n'est pas une ordonnance légale, vous modifiez. Parce que, dans la situation où nous sommes, si le pharmacien, et ça, je me permets de le dire, si le pharmacien met une barrière, nous allons avoir une mortalité très élevée dans le pays. Une barrière, c'est-à-dire? Encore plus élevée. C'est-à-dire ne servir que ce qui vient avec une ordonnance réglementaire. Je viens de vous le dire, nous n'avons pas 2% d'ordonnances réglementaires qui circulent. Cela d'accord. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, on va... À cela, il faut ajouter l'ignorance qui caractérise la population. L'ignorance. L'ignorance. Oui. Parce que très souvent, vous allez voir, comme le docteur Ray venait de le dire, il y a des gens qui viennent en pharmacie sans ordonnance médicale. Mais ils vous demandent un produit de tableau A, un produit dangereux. Ils vous demandent ce produit-là. Par exemple, l'amoxicilline, ça se consomme comme du pain. Les gens arrivent dans la pharmacie, donnez-moi l'amoxicilline. Vous lui demandez pour quelle raison vous voulez prendre l'amoxicilline. Il dit non, bon, je veux juste enlever les microbes. Mais quel genre de microbes? Vous n'avez pas fait au préalable, vous n'avez pas fait au préalable des examens pour savoir quel genre de microbes vous avez dans votre corps. À chaque microbe correspond un antibiotique bien précis. Mais quelqu'un arrive, il vous dit, donnez-moi l'amoxicilline. Et le fait de les consommer comme ça, ça provoque la résistance. Et aujourd'hui, c'est un phénomène très, très sérieux dans nos pays subsahariens, notamment le Congo.
D'accord. Comment voyez-vous l'avenir de nos jeunes pharmaciens qui arrivent, étant entendu que nous avons évoqué des aspects de fiscalité, des aspects des médicaments contrefaits? Comment entrevoyez l'avenir des jeunes pharmaciens qui arrivent dans notre pays? Moi, je pense que je reste très positif. Très positif. C'est vrai que la situation est telle que nous connaissons, comme ont su dire mes collègues, notamment sur les difficultés liées à la fiscalité. Mais il y a d'autres domaines aussi dans la pharmacie. Par exemple, le milieu hospitalier, il y a le milieu du laboratoire, il y a l'industrie, c'est vrai, qui pose encore beaucoup de problèmes au niveau du Congo. Mais il y a encore beaucoup de secteurs qui restent ouverts pour le pharmacien. Ce n'est pas seulement l'officine, mais il y a d'autres secteurs qui attendent encore que les pharmaciens puissent véritablement se lancer. Merci. Oui, docteur. L'avenir de nos jeunes confrères, un peu contrairement à ce que mon confrère Chani a dit, moi ça m'inquiète particulièrement. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le moment ou jamais, maintenant, là, je dis maintenant, que nous pharmaciens qui sommes là présents devons poser les jalons afin que cette nouvelle génération des jeunes qui viennent puisse faire meilleur que nous, puisse faire avancer la pharmacie vers des horizons que nous, on n'a pas pu. Aujourd'hui, le docteur vient de parler de la création de l'autorité de régulation. Je pense que ça, c'est l'un des défis majeurs que nous avons, c'est la force de notre régulation est faible. On n'a pas une loi pharmaceutique, par exemple, qui nous permet de pouvoir booster de l'avant. Donc, il faudra que nous puissions aujourd'hui mettre en place des mécanismes qui vont faire à ce que la pharmacie au Congo devienne souveraine. En termes de médicaments, la force d'un pays, c'est quand le pays arrive à produire son propre médicament. Aujourd'hui, on parle de l'avant-Covid et après-Covid. Avant, on parlait d'avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Covid est venu révéler l'un des problèmes majeurs de plusieurs pays, des faiblesses. On a vu pendant Covid la dépendance des grands pays par rapport aux pays comme l'Inde, la Chine, qui à eux seuls, ils ont 90% de la production, par exemple, des principes actifs. Et même pour certains dispositifs médicaux, on a vu que plusieurs pays occidentaux dépendaient de la Chine et de l'Inde. Et ce qui concerne même le vaccin, par exemple, nous, Africains, on n'a pas une grande industrie qui pouvait nous fabriquer ces vaccins-là. Et il fallait donc dépendre de ces pays-là. Et ça, c'est pour nous une faiblesse. Une faiblesse. Voilà. La jeunesse ne s'arrête pas, l'intelligence ne s'arrête pas non plus. Mais il faudrait seulement qu'on encadre le milieu pharmaceutique. Parce que là, par exemple, nous avons un besoin accru en formation de pharmaciens. Vous allez voir que tous les pharmaciens formés n'ont pas fait leurs études ici au Congo parce qu'on n'a pas de faculté de pharmacie. Donc, il faut bien que l'État regarde dans ce sens-là, dans quelle mesure on peut implanter une faculté de pharmacie. Et pourtant, la faculté de médecine existe depuis belle lurette. D'accord. Oui, docteur? Oui. Moi, je dirais que l'avenir des jeunes pharmaciens est radieux. Parce qu'il y a de nouvelles branches de la pharmacie qui sont en train de se développer et que nous n'avons pas encore commencé à mettre en œuvre ici au Congo. Et nous encourageons les jeunes à se lancer dans la pharmacie. Nous en faisons la promotion, je vous assure, pour que les jeunes aujourd'hui s'orientent. Je m'adressais à des enfants qui préparaient leur baccalauréat au mois de mai, donc avant l'examen, en leur présentant la pharmacie et tous les atouts qu'il y avait dans la pharmacie. Il y a énormément de choses que l'on peut gagner en faisant de la pharmacie. Vous savez, aujourd'hui, il y a la pharmacie humanitaire qui est en train de se développer. C'est une carrière qui n'est pas connue ici, là. Nous avons beaucoup de domaines qui sont en train de se développer. Et c'est une fierté de pousser les jeunes vers la pharmacie. Merci beaucoup. C'est une fierté. C'est par là que nous allons mettre un point final à notre première émission. Mais retenez pour l'essentiel que les pharmaciens sont un maillon fort pour l'accès aux soins et qu'ils ont besoin de soutien, de
pouvoirs publics, des populations d'une manière générale, pour que justement on parle des soins pour tous. Merci beaucoup. Je vous retrouve à une autre occasion, toujours pour parler de cette émission, des médicaments. Merci.